Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des investisseurs qui sont focalisés en Europe, notamment sur une journée importante en matière de résultats d'entreprise, à commencer pour les sociétés du CAC 40. Elles sont nombreuses à publier cette semaine et particulièrement aujourd'hui. On notera que le marché salue les publications de Kering et de Carrefour, deux actions qui sont en tête du CAC 40 à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Sur le front de la politique monétaire, les dernières nouvelles proviennent de la Réserve fédérale américaine avec la publication hier soir du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui se tenait les 25 et 26 janvier dernier. Les minutes ont été en ligne avec les attentes. Nous décrypterons évidemment les dernières communications des banques centrales d'ici quelques instants avec Kevin Tozet qui sera à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Et puis nous pourrons nous intéresser également à la thématique de l'eau. L'eau qui n'est pas une ressource comme les autres. Le droit et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental selon les Nations Unies. Comment, en tant qu'investisseur, alors, traiter ce thème de l'eau? Vous pourrez voir ou revoir Arnaud Bishop, gérant du fonds Thematics Water chez Thematics Asset Management, dans cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec une journée chargée en termes de publication d'entreprises. C'est avec Alix Nguyen. Un peu de stabilité à Paris, le marché se concentre sur les bonnes publications d'entreprises et plus particulièrement sur les prévisions de celles-ci. Peu d'avancées en revanche quant aux deux sujets de préoccupation majeurs que sont l'Ukraine et la Fed. Sur le plan géopolitique, les États-Unis et l'OTAN ont fait le constat d'une présence militaire russe à la frontière ukrainienne qui s'étoffe par opposition à ce qu'affirme Moscou. Du côté des banques centrales, si l'on se réfère aux minutes publiées hier, fin janvier, soit avant les derniers chiffres de l'emploi et de l'inflation, la Fed ne semblait pas avoir tranché au sujet de l'ampleur et du nombre de hausses de taux prévues cette année. Plus précisément, les membres du comité de politique monétaire de la Fed ont convenu de la nécessité de relever prochainement le taux des fonds fédéraux et se disent prêts à accélérer le mouvement si nécessaire. On relève aussi que seulement 2 des membres du comité se sont montrés favorables à l'arrêt immédiat des achats d'actifs. Sur le plan des valeurs à suivre, Kering bondit en 2021. Le groupe annonce d'excellentes performances avec des ventes à 17,6 milliards d'euros et un bénéfice net à 3,2 milliards d'euros. Il dépasse de ce fait ses résultats d'avant la pandémie. Carrefour grimpe, le groupe dépasse les attentes en 2021 et annonce un nouveau rachat d'actions de 750 millions d'euros pour l'exercice en cours. Schneider Electric évolue aussi dans le vert. En 2021, le géant français des équipements électriques a vu son chiffre d'affaires croître de 14,9% par rapport à 2020 pour atteindre 28,9 milliards d'euros. Des résultats records portés par la reprise post-Covid, mais aussi par l'expansion des marchés de l'électrification et de l'efficacité énergétique. En hausse à l'ouverture, Airbus recule désormais après avoir vu ses résultats dépasser les attentes au 4e trimestre. Cette année, le groupe européen annonce viser 720 livraisons d'avions. Et puis Sodexo chute, le groupe de restauration collective confirme Sophie Beillon au poste de directrice générale, poste qu'elle occupait déjà par intérim depuis le mois d'octobre dernier. Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est donc Kevin Tozet qui est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. La politique monétaire à la une, évidemment, c'est le principal sujet de préoccupation et de focalisation pour les investisseurs. Donc on suit la communication des banques centrales au jour le jour, quasiment. Dernière communication en date, on le disait, c'est le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed avec les minutes publiées hier soir. Où est-ce qu'on en est, sachant que les réunions critiques du mois de mars approchent, le 10 mars pour la BCE, 15 et 16 mars pour la Réserve fédérale américaine. Kevin, est-ce qu'on commence à y voir un peu plus clair, notamment du côté de la Fed, sur la manière dont le processus de normalisation de politique monétaire va être engagé ? Alors oui, on commence à y voir un peu plus clair. Alors c'est vrai que, comme le soulignait Alix,
ces minutes, elles sont un peu périmées, on va dire, parce que il s'est passé quand même beaucoup de choses en l'espace de 3 semaines. C'est vrai que ce qu'elle nous dit, c'est que à l'époque, les préoccupations de la Réserve fédérale, elles étaient ancrées sur l'inflation. On a eu, depuis le 26 janvier, des chiffres d'inflation très importants aux États-Unis, à plus de 7,5%. Donc ce risque-là, il est encore plus élevé aujourd'hui. Il se portait aussi sur la vigueur du marché de l'emploi, le fait qu'on se rapproche de plus en plus du plein emploi. On a aussi eu des chiffres à ce niveau-là, et là aussi, plutôt révisés à la baisse, en l'occurrence. Il y a moins de chômeurs aux États-Unis. Et puis, il y en avait un autre qui était le risque Omicron, qui était plutôt un risque baissier sur le scénario de la Fed, et qui lui aussi est en train de disparaître, en tout cas qui semble moins important que ce qu'on pouvait estimer en janvier. Donc il faut intégrer ça. Ce que ça nous dit, c'est que quand même, l'outil principal utilisé par la Banque centrale américaine, ce sera les hausses de taux, plutôt que le bilan. En tout cas, dans un premier temps, ce sera les hausses de taux. Donc c'est ça le principal enseignement à en tirer. Et que, le mois de mars verra bien une hausse de taux. Notre scénario, c'est qu'on en aura au moins 3 sur la première moitié de cette année, et puis possiblement 3 de plus sur la seconde partie de l'année. Qu'est-ce qui fait la différence, justement ? 3, c'est quasi automatique, vous dites à ce stade, en tout cas vous l'affichez avec un niveau de confiance important, Kevin. Sur la deuxième partie d'année, il y a encore des hypothèques à lever. Qu'est-ce qui fera la différence entre une Fed qui devrait s'arrêter peut-être assez vite, plus vite que ce qu'on imagine, et une Fed qui pourrait continuer, pour être d'ailleurs peut-être en ligne avec certaines estimations de marché assez agressives. Oui. Alors, 3 hausses de taux, oui, c'est notre conviction, et c'est une conviction forte. Nous, on estime que la première hausse de taux, elle sera plutôt de l'ordre de 25 points de base, plutôt que de 50 points de base, comme ce qui peut être discuté par certains stratégistes. C'est vrai que les marchés, ils anticipent plus que ça, ils sont plutôt à 0,37% pour cette première hausse de taux. C'est plus que 0,25. Exactement. Après, il ne faut pas non plus exclure que potentiellement on ait, par exemple au mois de mai, une hausse de taux plus substantielle. Parce qu'on aurait eu entre-temps encore des surprises sur l'inflation. C'est qu'en fait... Et ce n'est pas une hausse de taux qui changera la dynamique d'inflation à court terme. Non, mais c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'on ait encore des chiffres d'inflation qui sont particulièrement importants. C'est-à-dire que le point haut, on va dire le point haut de l'inflation, il ne cesse d'être décalé dans le temps et aussi en intensité. Et on devrait avoir encore pour 2-3 mois des publications d'inflation entre 7 et 8%. Donc ça peut faire bouger les choses. Après, pourquoi est-ce qu'on scinde l'année en deux ? Parce que ça fait quand même pas mal de choses à digérer aussi. Donc il faut aussi pour les membres de la Réserve fédérale se donner le temps de voir comment est-ce que cette hausse des taux d'intérêt va être globalement digérée par les marchés, mais aussi par l'économie. Ouais. Côté européen, là aussi, les choses ont beaucoup évolué depuis la réunion du 3 février, qui était la dernière réunion de la Banque centrale européenne. Comment est-ce que vous avez lu ce que tout le monde décrit comme étant un pivot au quiche aussi sur le plan de la politique monétaire en zone euro, et quelles conclusions à ce stade vous en tirez sur, là aussi, le chemin de normalisation qui s'annonce pour la BCE ? Alors, la séquence, elle est un peu différente. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce qui va se produire en premier, ce sera ces hausses de taux. En zone euro, il y a vraiment eu un pivot, une évolution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que nous disait Mme Lagarde, c'était qu'elle excluait totalement une hausse de taux éventuelle en 2022, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et quand on regarde la séquence, ce que nous dit la Banque centrale européenne, c'est qu'elle arrêtera son programme d'achat d'actifs avant de remonter ses taux d'intérêt. Et le programme d'achat d'actifs, il n'est pas attendu, ce qui s'arrête de sitôt. Donc ça vous... Officiellement, le programme d'achat d'actifs est encore même open-ended, comme on dit, si on prend l'APP comme référence. Tout à fait. Sans limite de fin, autre que la volonté de la politique de la BCE. Dans ce pivot de décembre, il y avait une réduction du rythme de ces achats, mais pas un arrêt de celui-là. Et donc, s'il faut se garder une porte ouverte pour une éventuelle hausse de taux en 2022, il faudra signaler la fin de ce programme d'achat d'actifs. Il faudra faire au moins 1 ou 2 réunions avant la hausse de taux éventuelle. Et donc, vous voyez que si on fait une forme de rétro-planning, ça nous amène à cet automne. Et donc, il va falloir communiquer sur ce sujet-là avant l'été. 2 réunions décisives, si on prend comme réunions importantes les réunions avec les nouvelles projections du staff. Donc, mars et juin, notamment pour la BCE. Est-ce que le marché est prêt à tout ça ?
On en parle depuis longtemps. Hein. Ce qu'on décrit là, c'est l'aboutissement déjà d'un chemin de communication qui a été très intense. Et donc les marchés, les prix de marché ont beaucoup bougé, actions, taux, crédit, etc. Est-ce qu'aujourd'hui le marché est prêt à au moins le début de cette normalisation de politique monétaire? Alors le marché, il s'est quand même bien préparé sur ce qui pouvait se passer de pire. Il y a une forme de jugement, mais ce qui pouvait se passer de plus dur, on va dire, en termes d'évolution de politique de banque centrale sur 2022. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a au moins 6 hausses de taux déjà anticipées par les marchés financiers. Et puis en zone euro, il y en a 2 attendus pour 2022 et 2 de plus pour 2023. Donc on est quand même, on va dire, les marchés financiers sont quand même relativement bien préparés à ça, en tout cas sur cette période de temps-là. Ouais. C'est-à-dire que là aussi, si on regarde un peu plus loin, ce qui s'est passé pour l'instant, c'était que, en fait, qui était estimé par les marchés, c'est qu'ils revoyaient à la hausse continuellement le nombre de hausses de taux potentiels sur 2022. Si on avait des conversations il y a quelques mois, c'était une hausse attendue pour 2022, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, et puis on est presque à 7. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est un élément. Oui, c'est ça. Mais par contre, il ne revoit pas à la hausse le potentiel de voir des taux terminaux, donc c'est-à-dire le niveau le plus élevé qu'auraient les taux d'intérêt, les taux de dépôt américains sur ce cycle de normalisation, au-delà de 2%. Et ça, ça soulève quelques questions quand même, parce que si on ne s'attend pas à ce qu'on ait des publications d'inflation à 7-8% indéfiniment, il est quand même attendu que sur les 3-4 prochaines années, on ait une inflation, notamment l'inflation aux États-Unis, qui soit au-dessus de la cible de 2%. Et donc là, vous dites qu'il y a un point de conversation qui n'est pas terminé. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une première, on va dire, jambe de hausse, en tout cas de révision à la hausse de ce que pouvait faire la Banque centrale américaine. Et il y en a possiblement une seconde, parce que si on a des taux de dépôt à 2% et une inflation à 2,50, on reste dans un environnement, on va dire, de conditions financières très très favorables. Oui, il y a une partie de la conversation qui est dans le marché aujourd'hui, il y a une autre partie alors, qui est un peu plus lointaine, donc c'est normal qu'elle ne vienne pas peut-être tout de suite, mais qu'il faudra avoir peut-être à un moment. En termes de stratégie, d'allocation d'actifs, justement, là, qu'est-ce que ça implique pour le positionnement de Carmignac Patrimoine, pour dire les choses simplement, Kevin, aujourd'hui? On avait, on va dire, des positions vendeuses sur les taux corps européens, les taux corps américains. On a toujours un positionnement défensif sur ces marchés-là, mais moins important que ce qui a pu se faire par le passé, parce que on prend acte du fait que le scénario de marché aujourd'hui, il est quand même assez sévère, assez strict, et ce sera dur pour la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne de faire plus, d'être encore plus dur que ce qui est anticipé aujourd'hui. Par contre, on décale un petit peu les points où on appuie, c'est-à-dire qu'on était très concentré, par exemple, des positions très négatives sur du 0 à 2 ans, on va un peu plus loin, parce que c'est bien là que ça devrait se jouer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose. Donc on prend un peu des profits sur ces positions-là. Ensuite, cette remontée des taux d'intérêt, on l'a vu cette année, elle prend un peu de temps à être digérée sur les marchés du crédit, par exemple. Et là aussi, c'est-à-dire qu'il y a encore de ça quelques mois, on avait des marchés du crédit qui étaient quand même, on va dire, relativement chèrement valorisés. Et ça, c'est-à-dire qu'on pouvait se dire, on regardait le portage, et on se disait, voilà, le portage, c'est le meilleur scénario possible pour la classe d'actifs. On a eu, en l'espace de quelques semaines, une hausse des rendements de près de 1%, par exemple, sur les marchés du high yield, encore plus que ça sur d'autres segments de marché, on va dire, d'actifs à portage. Et aujourd'hui, le portage qu'on peut avoir, c'est plus le scénario de base, c'est-à-dire qu'il y a quand même un potentiel de retracement du fait de cette hausse de taux et puis de cette remontée des primes de risque. Ouais. Sur la partie action. Là aussi, on a vu des corrections de multiples, dans les deux sens, du re-rating pour les parties les moins valorisées, les plus décotées, et puis une baisse déjà assez significative de certains multiples sur les parties de croissance, forte croissance, comme on dit. Donc, sur les marchés d'actions, on avait réduit l'exposition, on va dire, nette au marché d'actions dans Carmignac Patrimoine, vous le citiez comme exemple. On est autour de 20%, on reste sur ce niveau-là, parce que comme on l'a dit, il va falloir digérer tout ça. Et entre les anticipations de marché et puis la mise en œuvre de cette normalisation monétaire, c'est aussi des choses qu'il faudra intégrer petit à petit. Et puis, on essaie de diversifier un peu nos positions, c'est-à-dire qu'on a coupé, on s'est protégé sur les actions ou les marchés d'actions qui sont les plus chèrement valorisés, en général ceux qui sont les plus innovants, mais c'est souvent des entreprises qui n'ont pas encore de résultats. On devrait encore avoir, on va dire, de la volatilité et sur l'inflation et sur les taux d'intérêt, donc un peu de prudence
va dire tactiquement sur cette portion du marché-là. Et puis après, bien, on panache nos investissements actions entre des investissements, on va dire, un peu plus cycliques, ou un peu plus, en tout cas, corrélés à cette remontée des taux d'intérêt. On pense tout de suite au secteur de l'énergie, par exemple, qui est un contributeur fort à l'inflation, ou le secteur bancaire, qui tend à bien se comporter dans des phases de remontée des taux d'intérêt. Et puis, cette volatilité, elle devrait quand même perdurer. Donc ça justifie d'avoir, on va dire, des sociétés qui ont quand même pas mal de visibilité, voire même des sociétés plutôt défensives. Donc ça, c'est en termes d'allocation. Après, c'est vrai qu'il y a des mouvements très forts sur les valeurs en tant que telles. Ouais. Et là, on peut quand même commencer à se réexposer à certaines d'entre elles qui ont été quand même très sévèrement sanctionnées, parce que le marché, il est omnubilé par ces évolutions de taux d'intérêt, ces publications d'inflation, ces discours à décortiquer les comptes rendus de réunions de banque centrale. Et il y a quand même des fondamentaux d'entreprise derrière qui constituent les moteurs de performance sur du long terme. Ouais. Je pense que le prochain sujet restera la politique monétaire avec vous dans un mois, Kevin. Avec le mois de mars sera le mois critique, effectivement, pour les réunions de banque centrale, avec déjà une partie des décisions intégrées, mais qui seront sans doute matérialisées à l'occasion des réunions de la BCE et de la Fed, en l'occurrence, au mois de mars. Merci beaucoup, Kevin Tozek, qui était à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Et donc, l'autre thème du jour, c'est le thème de l'eau. Et c'est Arnaud Bishop qui est venu nous en parler la semaine dernière dans Smart Bourse, gérant du fonds Thematics Water chez Thematics Asset Management. Comment, en tant qu'investisseur, regarde-t-il le thème de l'eau ? L'eau qui est une ressource unique, différente des autres, puisqu'elle fait partie du patrimoine mondial, selon la déclaration de 2010 des Nations Unies. Arnaud Bishop, donc, sur le thème de l'eau. 2010, c'est effectivement une déclaration faite par l'ONU pour juste reposer un peu le schéma, j'ai envie de dire, et pour éviter d'éventuelles dérives. Donc c'est un droit de l'homme d'avoir accès à une eau de qualité décente et d'avoir aussi un système d'assainissement qui va préserver la santé. Comment est-ce que ça se traduit pour vous en termes d'investissement et en termes de thématiques d'investissement justement autour de l'eau, en prenant en compte le fait que ce n'est pas une ressource comme les autres, Arnaud? Alors effectivement, quand on parle de fonds eau, parfois on peut se dire « Ah oui, c'est une bonne idée d'aller capter finalement des ressources et puis de spéculer dessus ». Non, éthiquement, on se l'interdit. Il y a peu ou pas de fonds aujourd'hui qui ont cette approche, pour rassurer tout le monde. Et concrètement, ça veut dire quoi? Investir dans l'eau, en final, ça veut dire investir dans l'ensemble des services et des technologies qui vont permettre de garantir, de rendre possible cet accès à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on est à Paris, vous pouvez aller dans la Seine chercher de l'eau pour vous laver, pour la boire, ça va être pas un résultat incroyable. Ne le faites pas trop. Donc ça, c'est gratuit. Ce qui est payant, et donc le service qui se développe autour de l'eau, c'est le fait de l'amener chez vous, de la mettre à la qualité dont vous avez besoin, soit effectivement pour vous laver, pour arroser vos plantes, ou pour boire et cuisiner. Sachant que les besoins vont être croissants, mais là aussi, je pense qu'il faut juste donner un peu de perspective. C'est-à-dire que l'eau est une ressource qui est très corrélée finalement à la croissance économique, enfin même à l'activité humaine au sens large, qu'elle soit économique ou non économique. Donc de ce point de vue-là, chez Thematics, on cherche les méga tendances. Vous dites, il y a une tendance structurelle de croissance des besoins en eau pour la planète. Effectivement, alors vous parlez de croissance liée à l'économie, donc on le constate quand vous développez des médicaments, quand vous développez des vaccins ou quand vous développez des semi-conducteurs pour aller dans le sens de cette digitalisation de nos économies, quand on parle du métaverse. Il faut de l'eau, mais pas seulement, c'est pas juste sur ces aspects économiques. La démographie est un vecteur encore plus important, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur la planète, non seulement parce qu'on consomme tous de l'eau au jour le jour, et qu'on va consommer ces biens dont je viens de parler, mais aussi et surtout parce que notre alimentation devient de plus en plus intensive dans l'eau contenue de ce qu'on appelle de l'eau virtuelle, parce que quand vous consommez du bœuf, vous n'allez pas consommer réellement de l'eau, mais ce bœuf aura consommé énormément d'eau avant de finir dans votre assiette. Bien sûr.
comment est-ce qu'on gère ces questions justement quand on est focalisé sur la partie eau? Parce que le but de ce thème, enfin de cette stratégie Thematics Water, c'est de se focaliser sur la partie eau. Donc on peut regarder effectivement les activités liées, l'alimentation, l'agroalimentation, l'élevage, etc. Mais sur la partie eau, déjà, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous en termes d'investissement, Arnaud? Alors effectivement, donc nous, vraiment la façon dont on va schématiser en quelque sorte notre cas d'investissement, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant? Vous parliez de méga tendance, c'est qu'il y a effectivement un accroissement de la demande avec ces drivers dont je parlais liés à la démographie et à l'économie, et qu'en face de ça, on a une ressource qui est limitée. Donc la façon dont on appréhende l'opportunité d'investissement, elle est en fait assez simple sur cette base. Premièrement, on regarde les sociétés qui vont fournir ces fameux services ou technologies qui vont permettre d'infléchir éventuellement cette augmentation de la demande. Ça veut dire des technologies qui vont permettre d'être plus efficaces quand vous produisez l'alimentation, quand vous, particulier, chez vous, vous allez utiliser une douche. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui réduisent la consommation d'eau en essayant de garder quand même le même bien-être. Donc c'est des systèmes de réduction de la pression qui vont faire que vos douches consomment moins qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'angle lié à l'efficacité de la demande. Bien sûr. Deuxième partie de l'équation, de notre point de vue, c'est protéger la ressource qui est là. On a quand même beaucoup d'eau sur la planète, mais cette eau, elle est quand même sous pression. Et puis on a tendance à se concentrer, l'humanité, on est de plus en plus dans des villes, et donc à mettre la pression sur cette ressource locale, parce que l'eau ne voyage pas bien. Ça coûte très très cher de faire bouger de l'eau d'un endroit à l'autre. Donc concrètement, il faut protéger ce qui est disponible sur place. Et donc là, on a effectivement un deuxième volet, je dirais, d'opportunités d'investissement, ces fameuses sociétés sur le contrôle de la pollution. Alors ça peut être des équipements pour mesurer cette pollution. Oui, c'est ça. Avant même de contrôler, il faut déjà mesurer, diagnostiquer, c'est ça cette pollution, Arnaud. On ne peut pas traiter quelque chose qu'on ne connaît pas, effectivement, donc il faut d'abord le mesurer. Et on a une société comme Eurofins, qui est une société française, l'un des leaders dans le domaine en termes d'analyse de l'eau dans ces laboratoires. Et donc ce sont le genre de sociétés dans lesquelles on peut investir. Il faut savoir que dans les années 80, il y avait 8 paramètres qui permettaient de définir aux États-Unis la qualité requise pour une eau potable. Aujourd'hui, on est au-delà de 80. Donc on parlait de tendance structurelle. Vous voyez que pour une société comme Eurofins ou une société comme Thermo Fisher, qu'on a aussi 10 fois plus de tests, enfin 10 fois plus d'items à tester. Voilà, il faut fournir plus de services, et ça, c'est vraiment l'opportunité de la croissance. C'est pas finalement le volume d'eau qui va être vendu, mais c'est vraiment les contrôles qui vont être effectués. Et puis dernier point, si je peux terminer sur cette opportunité d'investissement et comment on l'appréhende de notre point de vue chez Thematics. On a parlé d'une efficience de la demande, on a parlé d'un contrôle et d'une protection de la ressource disponible. Malheureusement, bien souvent, ça ne suffit pas parce que nos villes, comme je le mentionnais, sont aussi en croissance et on a une concentration. Donc, il faut finalement mettre en relation cette offre et cette demande. Et pour ça, on peut construire des infrastructures. Donc ça va être le dernier axe de notre approche, à savoir des sociétés telles que Veolia qui vont être impliquées à la fois dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux d'assainissement, d'usines de traitement des eaux usées, de recyclage de ces eaux usées ou d'usines de dessalement dans certaines géographies. Quand on parle infrastructure, donc je comprends Veolia, c'est quelque chose d'existant en termes d'infrastructure, mais est-ce que ça va plus loin que ça encore? Est-ce qu'on peut presque faire le lien avec ce qu'on appelle les smart cities, ou la ville intelligente, ou est-ce que même dans la conception de l'urbanisation, il y a des sujets d'investissement intéressants? Parce que infrastructure, c'est du lourd, hein, ça draine quand même beaucoup d'argent, ça draine généralement de l'argent public également, donc c'est quand même une catégorie d'investissement particulière. Alors tout à fait. Alors les infrastructures dans le secteur de l'eau ont en plus la particularité d'avoir une durée de vie très longue, mais de coûter très cher. Hein. Concrètement, vous le voyez, quand on veut remplacer un réseau d'eau potable, bien souvent il faut faire une tranchée sur une route. Alors non seulement ça coûte cher, mais en plus ça embête tout le monde. Donc c'est des choses que les collectivités ont mis un certain temps à faire. Ils ont eu plutôt tendance à repousser les choses. Aux États-Unis, j'ai en tête des utilities
utilities, donc des sociétés de services aux collectivités qui exploitent des réseaux comme ça, qui avaient des taux de renouvellement il y a une vingtaine d'années aux alentours de 0,4% de leurs actifs. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, elles renouvelaient leurs tuyaux tous les 250 ans. Alors c'est un peu long. Ouais. Donc aujourd'hui, on assiste effectivement à un accroissement de ces investissements dans ces infrastructures, mais ça ne se limite pas à ça. C'est pas juste les réseaux, effectivement, parce qu'il y a une autre tendance forte auquel on est tous soumis aujourd'hui, et je pense qu'il y a de moins en moins d'interrogations sur son impact, c'est le changement climatique. Oui. Et le changement climatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que on va avoir des épisodes plus intenses en termes de sécheresse, de périodes sans eau. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir trouver des ressources additionnelles pour pouvoir répondre aux besoins, tout autant, par exemple, pour irriguer les espaces verts ou les plantes agricoles. Mais aussi, on va se retrouver avec des épisodes plus intenses en termes de tempêtes, d'inondations, avec en plus, avec l'urbanisation, des surfaces imperméables de plus en plus étendues. Donc, effectivement, on a eu l'occasion d'en discuter. On assiste, par exemple, à la conception. Mais c'est un point. Déjà, l'eau est un symptôme visible. Oui. Tous les symptômes ne sont pas visibles, mais là, c'est un symptôme visible parce que quand vous parlez de tempête, cyclone, etc., oui, c'est le cycle de l'eau un peu fort, quoi. Accéléré, mais c'est un peu accéléré. Mais il y a cette idée. Oui, c'est un symptôme visible du dérèglement climatique. En fait, le changement climatique, hein, tout le monde en parle, et c'est clairement le CO2, ou en tout cas ça peut être du méthane, ça peut être d'autres gaz à effet de serre, mais concrètement, on assimile tout à des tonnes de carbone qui vont dans l'atmosphère, et c'est ça qu'on doit contrôler. Ouais. En revanche, l'impact que ça a, vous êtes dans la rue, vous respirez du CO2, ça n'a pas d'impact. Non, bien sûr. Revanche, au jour le jour, effectivement, c'est l'eau qui va impacter. Je dirais le premier symptôme qu'on aura effectivement du changement climatique se ressentira au niveau de la disponibilité ou de la surabondance d'eau. On parle par exemple en Inde aussi d'un changement, parce que là je l'ai centré un petit peu effectivement sur nos économies occidentales, mais dans certaines géographies ça peut être dramatique, bien comme l'Inde, où on observe des cycles sur la mousson qui vont être beaucoup plus intenses, donc avec des épisodes d'inondation comme on a pu le voir aussi sur la côte méditerranéenne, mais là-bas à très grande échelle, parce que toutes les précipitations d'une année vont tomber sur une période encore plus ramassée et sur des volumes journaliers encore plus importants. Donc concrètement, effectivement, un énorme enjeu, et face à ça, des besoins d'investir pour s'adapter, parce que on parle aujourd'hui de vouloir faire la transition pour réduire effectivement nos émissions de CO2 avec notamment l'accord de Paris sur le climat qui a un objectif de réduire, de limiter à 1,5 voire 2 degrés. Non, mais ce changement va être, bien sûr, ce sera là. Donc il faut faire aussi ce qu'on appelle de l'adaptation. Ouais. Et justement, rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, mais l'adaptation, ça passe par quoi, par exemple? Alors, ça peut passer, en Chine, ils ont un concept qui parle en général, c'est le concept des villes éponges. Donc le principe, c'est effectivement parce que vous concentrez la population, que vous avez des surfaces imperméabilisées, c'est de construire des infrastructures sous ces surfaces pour aller récupérer l'eau quand il pleut fort, pour éviter d'avoir ces inondations dans les différents endroits et pour éventuellement pouvoir réutiliser cette ressource. C'est ça, on a eu les immeubles antisismiques, non mais c'est ça, et on aura demain les immeubles éponges ou les villes éponges pour gérer sous les parcs, à Paris, sous le parc de Bercy, vous avez un grand bassin d'orage. Donc ça, c'est un exemple. En Chine, ils essayent de faire ça, mais à une échelle chinoise. Arnaud Bishop, gérant du fonds Thematics Water chez Thematics Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse ces derniers jours. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.